Bonsoir, merci d'être si nombreux à ce nouvel épisode de l'Histoire des 30, une programmation conçue pour le 30e anniversaire du Centre. Il s'agissait donc d'inviter 30 personnalités, chacune représentant ou illustrant une année des 30 années du Centre. 30 figures, donc un peu plus, 31, puisque ce soir, nous avons le très grand honneur de recevoir Victor Hérissé et Abbas Kiarostami à l'occasion de l'inauguration de l'exposition qui vient d'ouvrir au 6e étage du Centre, exposition dont le commissaire est Alain Bergala et qui est accueillie par Sylvie Prat et qui va vous parler de la rétrospective de ces deux cinéastes. Alors, juste une précision, il représente l'année 2000, puisque cette année-là, à l'initiative ou sous la responsabilité de Wim Wenders, avait été commandée une série de courts-métrages sur le temps. Et Abbas Kiarostami et Victor Hérissé ont tous les deux réalisé un court-métrage que vous allez voir, mais je laisse Sylvie Prat vous expliquer cette soirée. Bonsoir, c'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi que Abbas Kiarostami et Victor Hérissé aient accepté d'une part cette grande exposition au 6e étage du Centre Pompidou, cette rétrospective intégrale pour l'un et l'autre, et de rencontrer le public et de participer à cette table ronde que va mener Alain Bergala. Donc pour débuter cette séance, puisque aujourd'hui c'est aussi l'ouverture des deux rétrospectives et nous avons offert une carte blanche à Victor Hérissé. Donc je vous convie tous à suivre l'ensemble des films et aussi cette très belle carte blanche. Donc ce soir, comme Marianne Alphand vous l'a dit, deux films, 10 Minutes Soldier. Le premier, ce sera... j'ai un doute. Voilà, Alumbramiento de Victor Hérissé et qui sera suivi par 10 Minutes Soldier de Abbas Kiarostami. Ensuite, Alain Bergala échangera avec Abbas et Victor. Et enfin, nous aurons la chance de voir les deux moyens-métrages inédits qui ont pour Victor Hérissé était réalisé spécialement pour cette exposition, La Morte Rouge, et pour Abbas Kiarostami, Rhodes, tous deux aussi dans l'exposition. Je ne vais pas être beaucoup plus longue puisque cette soirée le sera, et en tout cas, je suis certaine que ce sera un grand bonheur. Place au cinéma. Ça va être très dur. Ah, ça y est, c'est arrivé. Bien, bonsoir, et merci d'être là aussi nombreux. Il y a même des gens qui n'ont pas pu rentrer. Oui, je reviens juste un peu sur ce qui a été dit à la présentation, pour ajouter deux noms, en tout cas. C'est que cette exposition donc, a eu lieu 3 fois, mais sous des formes différentes. Ici, c'est le 3e état de cette exposition, et elle avait été créée à Barcelone, au Centre de culture contemporaine de Barcelone. Et à ce moment-là, nous étions 2 commissaires, et je voulais que le nom de Jordi Balliot soit prononcé, puisque sans lui, cette exposition n'aurait pas eu lieu, et que dans la première installation, il a joué un très très grand rôle. Ensuite, cette exposition est allée à Madrid, à la Casa Encendida, et elle est arrivée donc depuis une semaine ici. Et là, Sylvie Prat a été plus que quelqu'un qui a accueilli l'exposition. Elle a joué un rôle de co-commissaire plus qu'à plein temps. Voilà, donc je voulais que ce soit dit. En fait, il y a eu successivement, si on peut dire, 2 couples de 2 commissaires pour cette exposition. Et je dois dire aussi, et c'est pas du tout de la politesse, que le travail qui a été fait à Beaubourg pour cette exposition a été formidable. Parce qu'on avait au début un peu des craintes, puisque l'espace était un peu plus petit qu'à Barcelone, et en fait, l'exposition n'y a pas perdu, et je trouve que la forme qu'elle a trouvée ici est aussi réussie, sinon plus pas plus, en tout cas elle est aussi réussie qu'à Barcelone, où l'espace était initial, c'est-à-dire on avait créé l'exposition par rapport à l'espace. Ici on s'est un peu adapté à un espace, mais le résultat, je trouve, est absolument parfait. Voilà.
Et donc je voulais remercier par la même occasion Sylvie et toutes les équipes qui réellement ont beaucoup donné pour que cette expo soit dans la forme où vous la voyez. Bon, cette soirée donc, fait partie de cette série de rencontres sur les 30 ans du Centre Pompidou. Et je trouve que c'était une très bonne idée de montrer ces deux films, c'est pas moi qui l'ai eu, donc, pour ouvrir cette discussion, dans la mesure où ces deux petits films sont un peu à l'image de l'exposition, c'est-à-dire qu'il y a entre eux des rimes et des très très grandes différences. Et on va peut-être commencer par ça. D'abord, vous avez tous vu déjà dans le film de Victor Hérissé qu'il y a par exemple ce plan très beau où il y a les enfants dans la voiture immobile et qui font semblant d'avancer. On retrouve à peu près le même plan dans Le Goût de la cerise, au début, lorsque l'homme erre dans la banlieue, et il s'arrête aussi devant des enfants qui sont dans une voiture immobile. Tout ça fait partie des purs hasards, mais pas que du hasard, disons de correspondance un peu entre eux. Il y a aussi de toute évidence dans le film de Victor cette grande attention, par exemple, à la campagne, aux travaux des champs, etc., que l'on retrouve aussi, par exemple, dans les films d'Abbas, La cueillette des fraises, etc. Donc, même sur ce petit film de 10 minutes, on voit déjà des résonances, disons, entre les deux œuvres. Par contre, sur la question, après tout, bon, cette discussion a déjà eu lieu 2 fois, donc une fois à Barcelone, une fois à Madrid et ici. Du coup, l'idée entrer par la question du temps me paraît une entrée tout à fait pertinente et du coup, ça va un peu organiser peut-être notre discussion ce soir. Donc, sur la question du temps, là, c'est absolument frappant à quel point les deux films qu'on vient de voir ont l'air d'être radicalement opposés. Le film de Victor, le temps dans le film de Victor est une sorte de feuilleté du temps. C'est-à-dire qu'il y a dans son film à la fois le temps de la naissance, temps unique, qui jouxte de près une mort possible. Il y a le temps des saisons, des travaux. Il y a le temps de la grande histoire, puisqu'on voit dans le journal que ce jour-là, c'est la première fois où il y a eu des croix gammées en Espagne. Donc c'est un feuilleté. Et on a l'impression que ce film de 10 minutes contient un film de 3/4 d'heure ou d'1 heure, d'une très grande compression. Le film d'Abbas, c'est pratiquement le contraire, peut-être, ils vont le dire après, c'est-à-dire c'est du temps brut et pur, c'est 10 minutes, et on voit vivre, respirer, bouger un enfant, un bébé, pendant ces 10 minutes. Donc on peut peut-être entrer dans le dialogue un petit peu comme ça sur le rapport au temps dans ces deux films qu'on vient de voir. Donc peut-être on peut commencer par Victor. Bonsoir. Je vais parler en espagnol parce que en face de certaines questions, mon français peut devenir un peu approximatif. Cuando nos ha propuesto participar en este proyecto sobre el tiempo, yo dudé entre reflejarlo en un único plano secuencia como finalmente ha hecho Abbas, o elegir la vía opuesta, la de una película de montaje absolutamente analítica, ¿no? Casi clásica del montaje tradicional de los tiempos del cine mudo. Finalmente, aunque he estado durante un tiempo dudando entre plano secuencia y hacer coincidir el tiempo cinematográfico y el tiempo real,
he optado por esta versión absolutamente découpée. Oui, quand on m'a proposé donc ce projet sur le temps, j'ai effectivement réfléchi à faire quelque chose en un seul plan séquence comme l'a fait Abbas. Et puis j'ai réfléchi et en fin de compte j'ai choisi de faire un film de montage, un film très analytique qui reflète en fait le montage du cinéma muet. Et donc c'est aussi le temps de la vie, le temps réel. Donc il y a cette... j'ai douté en fait, j'ai hésité entre ces deux formes et puis j'ai choisi en fin de compte donc de faire un montage, ce que vous venez de voir. Lo he elegido porque era imposible reflejar todo el ambiente de esa casa y del campo de alrededor en un único plano secuencia, evidentemente. Évidemment, j'ai choisi cette façon de monter et de filmer parce que c'était très difficile de rendre tout ce qui se passait dans cette maison en un seul plan séquence. Donc Abbas, sur cette question d'une saisie du temps brut, puisque c'est aussi ce que vous faites, par exemple, dans Five. مرسی. منم فارسی حرف میزنم چون مطمئن نیستم فرانسه انقدر کافی نیست که همه سوالا جواب بدم. Moi aussi, je vais répondre en persan parce que j'ai peur que mon français soit un peu approximatif pour répondre à toutes les questions. عرض کنم که این اولین باری بود که من یه سفارشی رو دریافت کردم و وقتی که 2-3 ماه ازش گذشت و مدام بهش فکر می‌کردم می‌دیدم که چقدر سوژه‌های پراکنده‌ای تحت عنوان زمان تو ذهن من میاد که هیچ کدومش این قابلیت رو نداره که تبدیل به یه فیلم بشه، برای اینکه این گذر زمان رو ما اصلاً متفاوت می‌بینیم از اون چیزی که به عنوان سینما زمان رو میشکنیم و گاهی سالها 100 سال زندگی رو در 1 ساعت و نیم نشون میدیم. En fait, c'est la première fois qu'on m'adressait une commande et que je devais travailler sur commande. Et cette commande et l'idée du film que j'allais faire en réponse à cette commande m'a obsédée pendant des mois. Pendant 2 ou 3 mois, toutes sortes d'idées ont traversé mon esprit. J'ai eu toutes sortes de choses, de formes que je pouvais donner à cette idée du temps. Mais en même temps, il me semblait qu'aucune de ces idées n'avait suffisamment de valeur et ne méritait vraiment de représenter le temps, alors que le cinéma, par excellence, travaille le temps et transforme le temps et le montre d'une façon qui n'est pas tout à fait réelle, puisqu'il arrive que dans un film, on embrasse une période extrêmement longue de plusieurs années. یعنی همیشه ما توی کار فیلمسازیمون یکی از مشکلاتی که من خودم دارم اینکه چجوری زمان رو کوتاه کنم، چجوری نشون بدم زمان گذشت. Et ce qui, moi, m'a toujours intéressé dans mon travail et dans les films que j'avais fait auparavant, c'était justement de voir comment, de montrer au cinéma le passage du temps et montrer le temps plus court, le montrer de façon presque comprimée dans mes films. فکر کنم تا وقتی که به این نتیجه‌ای که شما دیدین رسیدم خیلی طول کشید، 2-3 ماه گذشت، بعد حس کردم که من خودم 3 ماه پیرتر شدم، هنوز نمیتونم راجع به 10 دقیقه پیرتر یه تصمیم جدی بگیرم. Et donc le résultat que vous avez pu voir sur l'écran aujourd'hui, c'est ce que j'ai fini par choisir de faire après 3 mois. Il m'a fallu 3 mois de réflexion, j'ai dû donner 3 mois de ma vie, donc j'ai dû vieillir de 3 mois avant d'arriver à vous montrer comment on peut vieillir de 10 minutes. الان که داشتم این فیلمو با شما نگاه می‌کردم خیلی بهم سخت گذشت واقعا. Je dois vous dire que j'ai vraiment souffert en regardant ce film avec vous aujourd'hui. فکر کردم کاشکی 5 دقیقه لااقل پیرتر رو نشون میدادم. Je me suis dit, au moins, ce que j'aurais dû montrer, c'est quelqu'un qui vieillit de 5 minutes. برای اینکه واقعا یک جایی خوشحال بودم که 10 دقیقه چقدر زمان طولانیه واقعا. و میتونیم حس بکنیم. از طولانی بودن، از خسته کننده بودن، از کسالت‌بار بودن فیلم، به نظر من لااقل این امتیاز رو دارم براش توجیه میکنم که چقدر زمان طولانیه 10 دقیقه. Bon, je suppose que je suis en train d'essayer de trouver des justifications à l'aspect complètement ennuyeux et rébarbatif de mon film. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que 10 minutes, c'est vraiment très très long. اولین نمایشگاهی که گذاشتیم در تورین بود یادمه و یه روز که رفتم برای چندمین بار به نمایشگاه سر بزنم، کسایی که اونجا کار میکردن به من اعتراض کردن، گفتن خیلی این فیلم بدیه برای اینکه ما رو اذیت میکنه.
La première fois que ce travail a été montré, c'était dans le cadre d'une exposition qui avait lieu à Turin. Je me souviens bien que j'y suis allée, et pendant que je visitais les expositions, les employés de l'exposition, les gens qui étaient là et qui travaillaient, ont dit « Ton film, il est vraiment nul, et c'est un film qui nous ennuie vraiment, qui nous fait du mal ». پرسیدم چرا؟ گفتم برای اینکه وقتی بچه گریه میکنه ما هر کدوم یه جای نمایشگاه مشغول کاریم و هی به هم نگاه میکنیم و میگیم ما 10 دقیقه پیرتر شدیم. Et ils ont dit parce qu'en fait, pendant qu'on est en train de vaquer à nos occupations dans l'exposition, on est tous en train de travailler dans différentes parties de l'exposition, et à chaque fois qu'on entend cet enfant pleurer, on se dit voilà, on vient de prendre 10 minutes de plus. Je n'avais jamais vu le film projeté. Je l'ai toujours vu comme une installation. Et c'est une expérience intéressante de le voir pour la première fois projeté, parce que d'abord, on entend vraiment le son des gens qui parlent. Et alors, une chose que j'avais évidemment pas l'expérience, c'est que quand on voit ce film au sol, on a l'impression que la caméra est très en hauteur. Et là, on voit que non. On voit qu'elle est finalement à une hauteur à peu près comme ça. Du coup, ça change la perception de l'espace aussi, je trouve. Et quand vous dites qu'on ne voit que quelqu'un qui vieillit pendant 10 minutes, ce n'est pas vrai. Il y a aussi un drame, il y a le réveil, il y a aussi une dramaturgie de ce plan. عرض کنم که من بالا شاهدم وقتی که دیدم کسای نمایشگاه رو بازدید میکنن، به خصوص خانم ها یک نگاه خیلی عاطفی قشنگی به این بچه دارن وقتی رو زمینه، وقتی خوابیده روی زمین. Il y a quelque chose qui m'a frappé depuis que l'exposition a commencé depuis une semaine. À chaque fois que je passe dans l'exposition, j'ai remarqué que les gens qui s'arrêtent devant cette installation, et notamment les femmes, les spectatrices, posent tout un regard plein d'affection et de tendresse sur cet enfant. ولی حتی اونایی که خیلی لذت میبرن بیشتر از 2 دقیقه صبر نمیکنن و رد میشن میرن. Mais je dois vous dire que même ceux qui aiment beaucoup cette installation et qui s'y arrêtent ne s'y arrêtent guère plus de 2 minutes. من فکر کنم واقعا یه تفاوت عمده بین اینستالاسیون و سینما، برای اینکه سینما شما رو مجبور به توقف میکنه، در حالی که یه کار اینستالاسیون بهتون فرصت میده هر چقدر دلتون میخواد نگاه کنین و برید. Et je pense que là, on touche vraiment la différence principale entre une installation dans un cadre d'exposition et une projection sur un écran de cinéma. C'est que le cinéma vous impose votre temps d'observation et de regard, alors que dans une exposition, vous êtes libre de choisir le temps que vous voulez y consacrer. بنابراین من این رو واقعا برای یک کار اینستاله مناسب‌تر می‌بینم، به خصوص از زاویه بالا، برای اینکه احساس بهتری میده به آدم موقع تماشا کردن بچه. حتی دیدم که با هم بلند حرف نمیزنن، پیچ پیچ میکنن وقتی که بچه خوابیده، تا که تو سینما که مرکز سر و صداست و مرکز اصوات گوناگون، این سکوتش منو اذیت میکرد، در حالی که اونجا خیلی درست بود. Donc je pense, en l'occurrence, ce travail-là, il me semble plus approprié à un cadre d'exposition et d'installation pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'effectivement, le fait qu'on le voit de haut me paraît plus approprié. Et puis, ce à quoi vous faisiez allusion, qui est la question du son, moi, ce qui m'a marqué ici, ça a été le silence de cet enfant. Ça a été le fait qu'il faille, pendant 10 minutes, entendre ce silence-là, alors qu'une salle de cinéma, normalement, c'est le lieu de toutes sortes de suspensions, et notamment, c'est aussi le lieu du son et du bruit. Et ce silence-là, pendant 10 minutes, ça m'a paru un peu long dans une salle de cinéma. Juste après, on passe à autre chose. Une dernière question sur votre film-là. Est-ce que, quand vous l'avez filmé, vous pensiez déjà quand même que ça deviendrait plutôt une installation? به نظرم نه، راستش بخوام صادق باشم فکر نمی‌کردم که بهتره اینستالاسیون باشه. بعدش هم باز فکر نکرده بودم وقتی این بالا میدم. الان که رو پرده دیدم فکر کردم که بهتره که اینستالاسیون باشه. Pour être honnête, ce constat est tout récent. Au moment de le filmer, je ne savais pas vraiment. En le voyant là-haut, je n'étais pas sûre non plus. C'est en le voyant ici sur un écran que je me rends compte que c'est mieux là-haut. و واقعا سایز واقعیش خیلی تفاوت داره. بعضی چیزاست که
نمیدونم ما سینما عادتامون عوض کرده ولی این بچه رو وقتی در سایز خودش میبینی بچه میبینی نه این خرس گنده‌ای که الان تمام اکران رو دراز کشیده بود. Et ce que vous devez savoir, c'est que finalement, je me rends compte que la question du format importe beaucoup aussi. C'est là qu'on se rend compte en fait des paramètres qui comptent dans un travail d'exposition et de projection. C'est que c'est quand on le voit dans son format réel et dans sa taille réelle que vous voyez un enfant qui dort à même le sol en haut. Quand vous le voyez, vous voyez cette espèce de géant qui prend tout l'écran dans une salle de cinéma, c'est très étrange. Bien, on va passer à une autre question qui est une question grave pour tout cinéaste, qui est celle de qu'est-ce que c'est que le temps de la création par rapport au temps d'une vie. Puisque là, cette soirée, c'est l'idée que 30 ans se sont passés depuis la création du centre. Et par rapport à ça, je suis sûr que vos attitudes ne sont pas du tout les mêmes. Puisque Victor, tu as la réputation... Tu vas nous dire si elle est vraie ou fausse. Bon, d'abord, il y a une chose objective, c'est que, en gros, tu as fait, pendant ta vie jusqu'à présent, à peu près un long métrage tous les 10 ans. Est-ce que, pour toi, ça veut dire qu'il te faut 10 ans de maturation, de penser à une œuvre, d'en trouver l'économie, et que, après tout, pour toi, ce rythme est un rythme qui correspond à ta façon de créer? Ou bien est-ce que, au contraire, tu penses que tu aurais pu faire plus de films si les circonstances, disons, de production avaient été autres? C'est une vraie question, parce que c'est une question qui se pose toujours par rapport à toi. Esta es la gran pregunta, la gran pregunta, la pregunta que más me han hecho en mi vida. Évidemment, ça c'est la grande question et c'est la question qu'on m'a posée tout au long de ma vie plusieurs fois. Yo creo que no ha sido el fruto de una elección personal. C'est pas un choix personnel. Ni tampoco porque tenga necesidad de periodos muy largos de reflexión. C'est pas non plus parce que j'ai besoin d'un temps très long de réflexion. Por ejemplo, El sol del membrillo, Les sons de la lumière. He tenido la idea de la película un martes y el viernes estaba rodando sin haber escrito ninguna línea de guión y sin saber realmente cómo iba a ser la película. Par exemple, pour El sol del membrillo, j'ai eu l'idée le mardi et le vendredi, je me suis mis à tourner et j'avais même pas écrit une ligne, je savais même pas comment j'allais faire le film. Esto quiere decir que la idea de gran periodo de reflexión no es exacta. Donc ce temps de réflexion, c'est pas vraiment la raison, c'est pas exact. Lo que suelo decir en general es que yo sigo siendo un cineasta tanto si ruedo como si no ruedo. En fait, je continue à être un cinéaste, que je tourne ou que je tourne pas, je suis toujours un cinéaste. Porque el cine ha vertebrado, para bien o para mal, no sé, ahí hay una cierta ambigüedad, mi vida en general. En fait, le cinéma, c'est la colonne vertébrale de ma vie. Et je ne sais pas si c'est d'une bonne ou d'une mauvaise façon, mais en tout cas, c'est ce qui fait la colonne vertébrale de ma vie. Y por tanto, las películas que al cabo de los años logro hacer contienen también aquellos proyectos que se han quedado en el camino que no he logrado realizar. Son la consecuencia también de esas películas en las que he trabajado y que no he logrado hacer. Et en fait, dans un film qui est fini, qui est réalisé, il y a aussi potentiellement tous les films que j'ai pas fait, tous les projets qui sont contenus à l'intérieur d'un film fait. Pero si vuelvo la vista hacia atrás, siempre me recuerdo trabajando y tratando de hacer una película. Et si je regarde un petit peu en arrière ce que j'ai fait, je me vois toujours en train d'essayer de faire des films ou de faire des films. Es verdad que en los últimos años
para mí el acceso a la tecnología digital me ha permitido agotar estos periodos de espera. Los cinéastas han consumido muchas de sus horas esperando y pasar directamente a la acción. Ces dernières années, il est vrai qu'avec la technologie digitale, ça m'a permis justement de moins attendre. C'est vrai que les cinéastes attendent toujours beaucoup entre les films. Oui, he pasado a la acción y ahora es quizá el periodo de mi vida donde más estoy rodando o grabando, como ustedes quieran. Et en fait, là, je suis dans une période de ma vie où je tourne beaucoup plus que d'habitude. En este sentido, mi práctica, digamos, cinematográfica se ha acercado cada vez más a la práctica de un pintor. Et dans ce sens-là, ma pratique en fait, du cinéma, elle se rapproche beaucoup plus de la pratique d'un peintre. En el sentido de que el tiempo dentro de la industria cinematográfica es un tiempo de la productividad, un tiempo que uno comparte con un colectivo. Dans le sens que dans l'industrie cinématographique, le temps, c'est le temps de la production, le temps qu'on partage aussi avec toute une équipe. Pero en la práctica, en este sentido que asocia a la pintura, el tiempo me pertenece. El tiempo es un tiempo individual, me pertenece y en ese sentido puedo utilizarlo como yo quiera. Et dans le sens, quand je fais cette comparaison avec la peinture, c'est parce qu'en fait, le temps m'appartient comme en fait un peintre. Oui. J'en fais ce que je veux. Es una conquista de algo que se llama también libertad. C'est une conquête et ça s'appelle la liberté. Oui, justement, par rapport à ce que tu dis sur ce que tu as apporté dans disons, la possibilité d'être plus libre et de tourner plus vite, en gros, le digital, en 1984, donc ça fait quand même 23 ans, tu disais dans un entretien à Positif, souvent, j'ai eu la tentation de dériver vers le fragmentaire, le journal intime, l'essai, la réflexion, avec peut-être un soupçon de fiction. Finalement, c'est ce que les nouveaux outils, 15 ans après, t'ont permis de faire. C'est-à-dire que aller vers, comme on peut voir dans l'exposition La Morte Rouge, on est dans l'ordre du journal intime, de l'essai, de la réflexion. Sí, bueno, creo que no es solamente mi caso particular, creo que los cineastas, los jóvenes cineastas pueden en estos momentos abordar formas de expresión que antes solo eran privativas de la literatura. En fait, je ne suis pas le cas unique. Je pense que les jeunes cinéastes maintenant, ils peuvent aussi aborder justement le cinéma, alors que de formas de comunicación que antes eran exclusivas de la literatura. Oui, parce qu'en fait, cette façon de faire, c'était avant, et cette forme, c'était uniquement par le biais de la littérature qu'on pouvait le faire, le pratiquer. Par exemple, le journal intime. Hein? Alors, par exemple, le journal intime. Oui, la correspondance. Bueno, oui, la correspondance, oui. Como lo dices en français. Tout ça, c'est-à-dire, es decir, que el cine o la expresión cinematográfica puede en estos momentos entrar o abordar una serie de expresiones que la industria tradicional, la industria cinematográfica no ha contemplado en general como tema del cine espectáculo. C'est-à-dire que là, le cinéma peut justement aborder des façons de faire, des thématiques et des façons d'écrire que l'industrie cinématographique ne permet pas. Bien, je vais poser la même question donc à Abbas. Le sentiment que j'ai de l'extérieur, c'est que son rapport au temps de la création et au temps de la vie est beaucoup plus labile, enfin, beaucoup plus souple, beaucoup plus étrange. C'est-à-dire que vous avez commencé par faire des courts-métrages et en faire beaucoup dans vos années, disons, de formation. Ensuite, vous êtes entré dans un temps plus de la
production de long métrage, avec ce que ça nécessite de temps incompressible. Et après, vous vous êtes échappé de ça, et vous aussi, avec la nouvelle technologie, le digital, etc., pour être beaucoup plus libre et indépendant. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est pour vous le temps de la création par rapport au temps d'une vie? کمی سوال سخته، نمیدونم، یعنی سوال نمیفهمم ولی یه چیزی سعی میکنم جواب بدم که قانع کننده باشه. یه زمانی رو حدود 35 ساله که کار فیلم میکنم، از فیلم‌های کوتاه شروع کردم، به فیلم بلند رسیدم. Je ne suis pas sûre de comprendre cette question, mais je vais essayer de donner une réponse convaincante. J'ai commencé, effectivement, ça fait 35 ans que j'ai commencé par faire des courts-métrages, puis je suis passée à des longs-métrages. به هر حال زمان کمتری رو به عنوان خیلی از دوستان میگن که احتیاج به استراحت داری، خسته‌ای، کمی یه خورده دورتو کند بکن، ولی عملاً امکان پذیر نیست برای من. به نظرم میاد که یه جوری زمان زندگی و زمان کار اونچنان توی هم یکی شده که دیگه نمیتونم تفکیک کنم که زمان زندگی کدومه و زمان کار کدومه. اینا توی هم تنیده شدن. Ce que je peux dire, c'est aujourd'hui, au stade où j'en suis, avec le recul, je me rends compte que pour moi, le temps de la création et le temps de ma vie sont deux temps qui n'en font qu'un. Ils sont complètement imbriqués. C'est pour moi impossible de les séparer et de les juger séparément. Alors j'ai des amis qui me disent « mais tu es fatigué, tu as besoin de repos, tu devrais lever le pied ». Mais je ne sais pas lever le pied. C'est comme ça que je vis et que je travaille. الان دوباره برگشتم به ساختن فیلم‌های کوتاه، به عکاسی، به کار دوباره نجاری، یک سری کارهای پراکنده‌ای که فکر می‌کنم مجموعه اونا رو میشه حاصل بیقراری دونست و اون که واقعا زمان اونچنان سریع داره میگذره که یک جوری ما ناخودآگاه به خودمون داریم هشدار میدیم مثل اینکه وقتمون کمه و وقت نداریم، ولی واقعیت اینه که نمیدونم چرا وقت نداریم و برای چی وقت نداریم. یعنی نکته مهم اینه که چه رسالتی به عهده ماست و چه مسئولیتی به عهده ماست که خیال میکنیم وقت نداریم. Donc aujourd'hui, j'en suis revenue à faire à des formes courtes. Je fais des films courts, mais je fais aussi de la photo, je fais aussi de la menuiserie. Je fais toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir ensemble. Et je dirais que toutes ces choses que je fais sont le résultat d'une certaine impatience, d'une certaine agitation face au temps, parce que j'ai l'impression que quelque chose me rappelle et nous rappelle à tous que le temps est compté et qu'il nous reste peu de temps. Et la grande question finalement pour moi c'est ça, c'est pourquoi est-ce qu'on a peu de temps, pourquoi manque-t-on de temps? Quelle est cette grande responsabilité, quelle est cette grande charge qui pèse sur nous qui fait qu'on a l'impression que le temps nous manque? آره یکی میگفت میدونید چرا بچه‌ها روزی در 12 ساعت میخوابن و اونا که پا به سن میذارن خوابشون روز به روز کمتر میشه؟ گفتم نه، برای اینکه بچه‌ها میدونن وقت دارن و پیرا میدونن وقت ندارن. J'ai un ami qui m'a fait cette réflexion. Il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi les enfants dorment 12 heures par nuit et après plus on gagne en âge et moins on dort? J'ai dit non, je ne sais pas, dis-moi. Il m'a dit, mais parce que les enfants savent qu'ils ont du temps et plus on vieillit, plus on sait qu'on n'a pas de temps. Maintenant, est-ce qu'il y a un rapport entre ça et le cinéma? J'en sais rien. Merci, ça et le cinéma. Est-ce que c'est une réponse convaincante, M. Bergala? Oui, 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 oui. من فکر کنم ما به عنوان سینماگر درسته که فیلم سازیم، اما فیلم رو از رو زندگی میسازیم و وقتی که راجع به سینما حرف میزنیم الزاما نباید راجع به سینما حرف بزنیم، باید راجع به زندگی حرف بزنیم. Donc nous sommes des cinéastes, certes, nous faisons des films, certes, mais les films que nous faisons ne parlent que de la vie. Donc parler du cinéma, ce n'est rien d'autre que parler de la vie. وقتی مثلا از وقت و از زمان صحبت میکنیم، من اولین چیزی که به نظرم میرسه بیخوابی‌های شبانمه و بیقراری‌های دائمی. Donc pour moi, parler du temps, c'est immédiatement la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de parler de mes insomnies et de parler de mon impatience et de mon agitation nocturne. این چیزی که اتفاقا ما با شما مشترکیم، یعنی این تنها جایی است که فکر کنم هم تماشاگر هم سینماگر با هم دیگه به یه وحدتی میرسن و یه جوری شباهتایی بین هم پیدا میکنن. الزاما نباید من راجع به نگاتیو صحبت کنم، راجع به دیجیتال صحبت کنم، راجع به سیستم‌های پیشرفته صحبت کنم. ما باید
یعنی من فکر کنم راجع به مسائل روزمره خودم. Je pense que les choses dont je parle sont les choses qui nous unissent, vous en tant que spectateur et moi en tant que cinéaste. Je pense que je ne suis pas là pour vous parler de pellicule ou pour vous parler de caméra digitale, vous parler de technologie. Je suis là pour parler des choses de la vie, des choses courantes de la vie qui font vos vies et la mienne. Bien. Par rapport à ce qu'a dit Victor sur le fait qu'il est passé, disons, d'un cinéma en 35 mm, etc., vers une forme qui est plus l'essai ou le journal intime. Moi, j'ai l'impression que Abbas, vous avez commencé par l'essai. C'est-à-dire que dans les petits films pédagogiques que vous faisiez à la Canoune, il y avait une très grande liberté qui parfois était pratiquement une forme essai à une époque où ça ne se pratiquait pas beaucoup l'essai filmé. والا من منتقد کارهای خودم نیستم، باید از بیرون نگاه کنم به کارها و اون نگاهی که شما به مجموعه کارهای ما دارین طبیعتا من نمیتونم به کارهای خودم بکنم. Je dois vous dire que j'ai beaucoup de mal à me situer comme critique de mon propre travail. Vous avez un recul sur l'ensemble de mon travail que je n'ai pas. Donc c'est un peu difficile pour moi d'avoir un regard global comme ça. فقط اینو میدونم که این روزا واقعا راحت‌تر کار میکنم برای اینکه کارم به سفارش هیچ جایی و هیچ کسی نیست. خیلی هم کسی منتظر دیدن کارام نیست. به نظرم بیشتر از همیشه دارم از طریق کارهایی که میکنم به یه رضایت شخصی میرسم، نه به عنوان کسی که یک اثر هنری رو خلق کرده، به عنوان که کسی که میگم بیقراری‌های روزمره‌شو با انجام یک کاری سپری کرده. همین. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que personnellement dans mon travail, j'acquiers progressivement une satisfaction de plus en plus grande, une espèce de sérénité, une espèce de contentement avec le travail que je fais. Tout ça parce que mon travail n'est jamais un travail sur commande, il y a de moins en moins d'attentes, et je pense aussi que le dernier maillon de la chaîne, il n'y a pas d'attente non plus, il n'y a pas grand monde qui attend de voir ce que je fais. Donc ça me donne une espèce de légèreté et ça me donne la satisfaction de travailler avec une certaine tranquillité. Non pas que j'ai l'impression d'avoir accompli une œuvre qui a une valeur quelconque, mais en tant juste que quelqu'un qui trouve des solutions aux problèmes que lui pose son agitation et son impatience constante. این واقعیت چیزی که بهش اشاره کردی، من با فیلم‌هایی برای بچه‌ها شروع کردم که طبیعتاً تعهد و مسئولیتی نسبت بهشون داشتم، ولی حالا که دیگه برای بچه‌ها کار نمی‌کنم، حالا یه خورده احساس آزادی بیشتری می‌کنم و حالا فیلم‌ها به نظرم شخصی‌تر و طبیعتاً ساده‌ترم شده. Mais pour répondre un peu à votre question, c'est vrai qu'au début de ma carrière, j'ai commencé à faire des films pour les enfants. Donc j'avais une espèce de responsabilité, une sorte de cahier des charges envers eux. Et comme j'avais cette responsabilité-là, ça me donnait une façon particulière de travailler. Mais au fur et à mesure, j'ai gagné une certaine liberté. Et aujourd'hui, puisque je ne travaille pour personne, j'ai une liberté, une tranquillité relative dans mon travail. مثلا شاید باور نکنید بهترین دوره کاری که میکنم برای این نامه‌نگاری است که با ویکتور شروع کردیم. در این حال که مسئولیت داره، یه نامه میاد همش به خودم میگم وای جواب ندادم کی جواب بدم، مثل همه نامه‌هایی که شما دریافت میکنین. اما وقتی واقعا یه روزی پیدا میشه که یه سوژه‌ای پیدا میکنم که دلم میخواد برای ویکتور بنویسم، فکر کنم یکی از خوشبخت‌ترین آدمای رو زمینم، برای اینکه یه نامه خصوصی دارم می‌نویسم برای یه آدم به خصوص. Ça va peut-être vous paraître surprenant, mais parmi les travaux de ces jours-ci, ces temps-ci, qui me donnent le plus de plaisir et le plus de bonheur de création, c'est les films que je fais pour Victor Hérissé. Depuis que cette correspondance s'est créée entre nous, je reçois une lettre, ça me remplit d'une certaine joie, évidemment d'une sens de responsabilité où je me dis « Ah, il faut que je trouve un moment pour écrire ma lettre, pour répondre ». Comme vous tous, quand vous recevez une lettre et vous vous dites que vous devez à un moment trouver un moment pour y répondre. Et moi, c'est pareil. Donc je fais ce travail-là, j'ai cette responsabilité-là de savoir que quelqu'un est là, attend mon film et je dois créer ce film-là. Et ça me remplit d'un bonheur de création qui pour moi est assez inédit, assez nouveau. این احساس خیلی استثنائیه برای اینکه گاهی ما فیلم می‌سازیم برای پوبلیک، برای جمع و برای مخاطب عام. Et ça, ce sentiment-là que j'ai acquis à travers cette correspondance, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Parce qu'il arrive qu'on fasse des films pour un public,
pour un interlocuteur, mais qui est toujours un interlocuteur multiple. Il y a toute une masse à qui on doit s'adresser. و ممکنه به یه بی‌نیازی هم برسیم که فکر کنیم که ما حالا دیگه داریم یه فیلم می‌سازیم فقط برای خودمون. Et on peut aussi, à contrario, être dans une sorte de rapport blasé et de se dire non, finalement, je ne fais mon film pour personne, je le fais pour moi-même. این کیس است که نه اینه نه اونه و خیلی لذت بخشه و خیلی استثنائیه و اون که حالا داریم فیلم میسازیم برای یه نفر و اون یه نفر تنها یه نفر نیست، یه مخاطبی است که ما انتخابش کردیم، یه چیزی شبیه نامه‌های عاشقانه. یعنی حالا داریم برای یه نفر رو داریم راضی میکنیم، یه نفر رو داریم خوشحال میکنیم. یه نفر خودمون نیست. Et moi, j'ai la chance de n'être dans aucun des deux cas que je viens de vous décrire, mais dans un troisième cas qui est vraiment une configuration extrêmement privilégiée, où on écrit, où on travaille, on fait un film pour une personne, pour un être qui est un être unique, qui est un être qu'on a la chance d'avoir choisi et à qui on a la chance de pouvoir s'adresser à travers un film. Et ce travail-là, pour moi, ça s'apparente très nettement à de la correspondance amoureuse. On s'adresse à une personne à qui on a quelque chose à dire, pour qui on veut créer quelque chose. Bon, Victor, pour une fois, Abbas t'a presque parlé directement. Donc réponds. Para mí la correspondencia poquito a poco se ha convertido en algo muy importante, ¿no? Peu à peu, en fait, cette correspondance, c'est devenu quelque chose de vraiment très important. En el sentido de que me acompaña y cada vez que veo algo o escucho algo, pienso quizá esto podría ser una buena carta para Abbas. En fait, à chaque fois que je vois quelque chose qui me plaît ou qui m'attire, je me dis tiens, je pourrais faire une lettre là à Abbas avec ça. La condición, yo creo, primera para establecer una correspondencia era inevitable, era la condición, al menos en mi caso, de sentir, cuando yo he visto la primera película de Abbas, que me gustaría mucho pertenecer a la familia de cinéastas que él representaba o representa. Pour moi, la première condition pour entamer cette correspondance, c'était, en ayant vu les films d'Abbas, de me dire j'aimerais appartenir à cette famille de cinéastes. C'était ça qui... Porque creo que hay en el mundo, independientemente de la lengua, de la cultura, de la geografía, de las fronteras, entre nosotros hay una comunidad de cineastas, una pequeña comunidad de cineastas. Je crois que dans le monde, en dehors de la langue, de la culture, de la géographie, il y a quelque chose qui nous unit, nous comme cinéastes, il y a une communauté en fait de cinéastes. Jean Renoir lo dijo muy bien. Él decía, Jean Renoir, je suis un citoyen du cinématographe. Jean Renoir l'a très bien dit. Yo soy un ciudadano del cinematógrafo, no para los que hablan. Excusez-nous, on fait des va-et-vient de... Dicho esto, esa condición de la admiración era necesaria y todo se ha jugado probablemente en la primera carta. Yo he enviado mi primera carta sin la seguridad de que Abbas, si estaba en su derecho, iba a responder. En fait, quand j'ai envoyé, donc cette condition de l'admiration, c'était vraiment indispensable. Et quand j'ai envoyé ma première lettre, je ne savais pas si Abbas allait me répondre. Porque siempre hay el vértigo de cristalizar en una carta una forma de diálogo que ya se produce en nosotros como espectadores de las películas. Creo que el cine, el espectador, todos ustedes, sentados en la butaca, dialogan con las imágenes. Parce qu'il y a bien sûr, il y a cette espèce de vertige qu'on a quand on voit un film. Déjà, en fait, on dialogue avec ce qu'on voit sur l'écran quand on est assis dans la salle. Et donc là, quand on écrit une lettre, il y a cette tentation de déjà en fait, faire un dialogue. Y en este sentido, tener incluso a la distancia un interlocutor
es para mí una forma de trascender la propia soledad, porque creo que los cineastas contemporáneos en general son cineastas solitarios. Et malgré la distance, je peux justement transcender ma solitude en parlant, en fait, en m'adressant à un autre cinéaste. Parce que je crois que nous, les cinéastes, nous sommes assez solitaires. Oui, je repars de ce qu'a dit Abbas sur la question qu'il y a quelque chose d'amoureux dans une correspondance. Sur le fait que quand la première lettre d'Abbas, donc la première réponse à ta lettre est arrivée, il y avait un peu de dépit amoureux. C'est-à-dire que tu t'es dit, mais il ne me répond pas vraiment. Et après, petit à petit, comme dans un vrai échange, petit à petit, vous vous êtes plus répondu, mais chacun déplaçait un peu, disons, la relation. Est-ce que tu te souviens de ce premier moment où tu as eu du dépit amoureux? Bien sûr. Seguro, porque cuando yo he enviado una carta primera, que era verdaderamente una carta que he grabado con un espíritu totalmente amateur, sin hacer jamás ninguna tentativa de arte o de algo importante, como filmaría cualquier padre de familia a sus niños, ¿no? Je m'en souviens très bien parce que la première lettre que j'ai envoyée, je l'ai vraiment filmée comme un amateur, un peu comme un père qui filmerait ses enfants, par exemple. Il n'y avait pas d'intention artistique. Oui. Y yo he recibido la carta de Abbas, que es una vaca, finalmente una vaca. Et en fait, après, je reçois la lettre d'Abbas où il y a une vache. C'est une vache. He quedado un poco desconcertado. J'étais quand même un peu déconcertée. Y para superar mi desconcierto, en mi segunda carta he comprado en una tienda para niños de juguetes muy próxima de mi casa una pequeña vaca de plástico. Et pour essayer de dépasser mon état de consternation, je suis allée dans une boutique et de jouets pour enfants et j'ai acheté une petite vache. En plastique. En plastique, oui. En plastique. La he puesto en el encuadre y hay al lado una fotografía mía a los 4 años en que estoy con una vaca. Je l'ai posé en fait devant une photo de moi en fait quand j'avais à peu près 4 ans, à côté d'une vache, donc les deux étaient dans le cadre. Era que yo tenía siempre la necesidad de establecer un puente, de alguna forma visual. Si lo cuento es que quizá el efecto está perdido, pero he querido ponerlo como señuelo, ¿no? Como los cazadores que tienen un pájaro mecánico para atraer a los pájaros. En fait, j'avais besoin d'établir un pont entre nous, et si j'ai eu cette idée donc avec ce que je viens d'expliquer, la vache et puis la photo, c'était une façon aussi de signaler, un peu comme un chasseur qui a un oiseau mécanique sur lequel il va tirer. C'est une façon d'attirer l'attention. Alors Abbas, pourquoi vous avez envoyé cette vache à Victor? گفتم که مدت طولانی نمیدونستم چه جوابی باید بدم به اریس. گاو قرار نبود که بهش برای جواب بدم. رفته بودم یک شهری بهش گفتم که من گاو رو برات سوغاتی آوردم، نگفتم پاسخ نامت میدم. Mais comme je vous le disais, pour moi c'est très difficile de répondre à ce genre de lettre. Donc pendant longtemps je me suis demandé mais comment je peux lui répondre. Et il se trouve que j'ai fait un voyage dans une ville en Iran et cette vache c'était mon cadeau souvenir de cette ville. Donc j'ai dit je te rapporte cette vache en souvenir de mon voyage. آره وقتی میگیم عاشقانه واقعا معناش باید تعریف کنیم یعنی چی عاشقانه؟ یعنی چرا من باید که تو این جهان برای ویکتور نامه عاشقانه بنویسم؟ خود این سوال. Bon, j'ai dit correspondance amoureuse, évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais il faut que j'explique ce que j'entends par correspondance amoureuse. Après tout, on peut se poser la question, pourquoi s'il y a une personne à qui j'écris une lettre d'amour sur cette terre, c'est Victor Hérissé. ولی خب درسته که ما با هم یه قرارداد بستیم بیام عاشق هم دیگه باشیم برای هم نامه بنویسیم. Il faut quand même que je vous avoue que ça à l'origine, il y a eu un contrat. Il y a eu un contrat où on a dit, bon, allez, on est amoureux, maintenant il faut qu'on s'écrive. ولی این نامه‌های فقط من به ویکتور یا ویکتور به من نیست. تمام نامه‌های عاشقان بزرگ جهان نامه‌هایی است که درسته برای معشوقشون نوشتن.
برای تمام معشوقای جهان مخاطب این نامند و تمام فرستنده ها عاشقای اینا. یعنی این نوع اگه بهش نگاه بکنیم، این از شکل شخصی یک رابطه بین یک ایرانی و یک اسپانیایی میاد بیرون و در واقع تمام تماشاگرایی که اینا رو تعقیب بکنن میتونن شریک بشن در یک ارتباط دو تا آدم. Et là, ce que je dois vous dire, ce qui fait la spécificité de cette relation, peut-être, c'est que ce ne sont pas des lettres que moi j'écris à Victor et que Victor m'écrit. Ce sont des lettres et des films qui sont adressés de tous les amoureux du monde à tous les amoureux du monde. Le propre de ces films-là, c'est que quand vous les regardez, vous pouvez prendre part aux sentiments et aux émotions qui ont été dans la création de chacune de ces lettres. و این رابطه عاشقانه گاهی دیگه میشه که اصلا این کلمه درش نباشه و یه کادوی خیلی کوچیک باشه، مثل حالا یه گاو خیلی بزرگ که من براش فرستادم. Et donc une relation amoureuse, il n'est pas nécessaire que le mot amour y figure, il n'est pas nécessaire que ce soit dit. Ça peut être juste un signe infime, et ce signe infime, ça peut être une vache immense. یعنی من یه جای دنیا هستم، دارم به تو فکر میکنم و یه چیزای دیدنی دوره برای من هست که میخوام به تو نشون بدم. این به نظرم بالاترین کاری است که میکنن و بچه‌ها به خصوص این کارو با بزرگترها خیلی میکنن. وقتی یک مورچه کوچولو رو یه گوشه میبینن، چیزای عجیب میبینن، به زور جیغ میکشن و دست بزرگترها رو میکشن، میگن بیا اینی که من دیدم حالا به هر دلیل به تو هم نشون بدم. این در واقع کاری است که ما الان داریم در این کورسپوندانس با هم میکنیم. Je pense que la plus belle chose qui soit, c'est une chose que les enfants font souvent et que nous on essaye de faire dans cette correspondance, c'est que vous êtes quelque part, vous êtes dans un endroit quelconque du monde et vous voyez une chose et vous trouvez que cette chose est une chose à voir. Et parce que vous la voyez, vous voulez la donner à voir à quelqu'un qui vous est cher. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce que les enfants font souvent et c'est ce que nous cherchons à faire dans cette correspondance. Donner à voir à l'autre et donc à vous qui voyez. Je reviens juste sur une phrase que disait Abbas tout à l'heure, où il disait « Je fais des films pour personne ». Bon, d'abord, c'est évidemment pas vrai, c'est-à-dire que ne pas faire des films pour le public planétaire, etc., ne veut pas dire que, évidemment, qu'on fait des films pour personne, et il est clair que les films que fait Abbas ou ceux que font Victor sont très attendus par un public qui est un public tout à fait différent, si on peut dire, du grand public, mais il y a une attente qui est peut-être plus grande que les films qui s'imposent, j'ai envie de dire, au public planétaire. Donc ça n'est pas pour personne, c'est au contraire pour des gens qui sont réellement attentifs, qui vous connaissent, qui connaissent votre œuvre. Donc on ne peut pas dire pour personne. دقیقاً درسته، برای اینکه رفع سوء تفاهم میشه با این پاسخ مجدد. Oui, s'il y a eu un malentendu de ce genre, il faut qu'il soit levé. میگم من برای طبقه به خصوصی فیلم درست نمی‌کنم، مثل برای گروه به خصوصی درست نمی‌کنم. من اول فیلممو درست می‌کنم و آرزو می‌کنم که بیشترین مخاطب رو داشته باشه، ولی دیگه از من بر نمیاد که از اول تصمیم بگیرم فرضاً آلن برگلا اگر از فیلم خانه دوست من خوشش اومده بود، این فیلمم طوری درست بکنم که آلن باز دوست داشته باشه. این کار دشواریه به نظر من. Ce que je tiens à dire, ce qui me paraît très important, c'est que je ne fais pas un film pour un groupe particulier. Je n'ai pas de cible. Il n'y a pas des gens à qui je cherche à faire plaisir à travers mon cinéma et pour qui je fais des films. Jamais, je fais un film, évidemment j'espère qu'il va être vu, et tant mieux si des gens l'apprécient. Mais il n'est pas question pour moi de me dire tiens, Alain Bergala a aimé Où est la maison de mon ami, donc maintenant je vais faire un autre film qui plaira à Alain Bergala. Ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire. من این تجربه رو تو این 35 سال کار در واقع داشتم که هر وقت به یک کسی فکر کردم که درست این متناسب با سلیقه اونه، همون رو دست دادم. یعنی دیدم اون یه جای دیگه است، من یه جای دیگه. Et figurez-vous que ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans ma carrière de 35 ans. À chaque fois que j'ai eu une personne comme un destinataire qui était présent dans mon esprit quand je faisais un film, en me disant, voilà, ce film-là est pour lui, et cette personne, je l'ai perdue. À la fin du film, je me suis rendu compte qu'on n'était plus au même endroit. من تو کشورم این اتهام رو دارم که فیلم برای فستیوالا میسازم. Et ça, je dois vous dire que dans mon pays, on m'accuse de faire des films pour les festivals. یعنی فقط تماشاگرم رو توی فستیوالا میتونم پیدا کنم. معناش اینه.
Ce qui veut dire en fait que le seul public que je puisse trouver, c'est le public des festivals. ولی شاید باور نکنین که یک تماشاگر رو در یک دهات پیدا کردم که یک دندونساز تجربی توش زندگی میکرد و زنش اسم فیلمای منو به اشتباه میگفت. مشق شب رو میگفت مقش شب و کلوزآپ رو میگفت کلوزآپ. اما میگفت من بارها و بارها این فیلم رو دیدم. یه زنی بود که سوادم نداشت و در حالی که میگم من اتهام اصلی اینه که من فیلمم رو برای طبقه سینفیل روشنفکر درست میکنم که اون کاملا باطل میکرد این نظریه. Donc j'ai dû souvent entendre cette critique que mon film était adressé qu'à un petit groupe d'intellectuels cinéphiles qui fréquentent les festivals. Le réconfort que j'ai ou le contre-exemple que j'ai trouvé, c'est un jour dans un village en Iran, je suis tombée sur la femme d'un dentiste qui travaillait dans ce village. Cette femme était une femme illettrée, c'est une femme qui apparemment n'avait rien d'une cinéphile ou d'une grande intellectuelle. Et elle écorchait le titre de tous mes films, elle prononçait tous les titres de films de travers, mais elle les avait tous vus, elle adorait mes films, elle les avait vus plusieurs fois. Et c'était une femme illettrée, une villageoise en Iran. Donc ça prouve bien que le public des festivals n'est pas le seul public de mes films. در حالی که مثلا دوست فیلسوف من یا دوست آرشیتکت من در تهران هر دوشون میگن که ما حوصله فیلمای تو رو نداریم. خودت آدم جذابتری هستی تا فیلمات. با خودت رفاقت میکنی ولی فیلمتو نمیبینی. Et en contrepartie, je dois vous dire que j'ai des amis en Iran, j'ai un ami architecte ou un ami philosophe qui me disent tes films nous barbent. Toi, on te trouve beaucoup plus sympathique que tes films. On préfère te fréquenter toi que ton cinéma. اینی که واقعا ما نمیتونیم بگیم که ما طبقه بندی نمیتونیم بکنیم تماشاگرمون رو. ما فکر کنیم که اول میسازیم بعد تماشاگرش پیدا میشه. Donc je pense qu'il s'agit vraiment de comprendre qu'on ne crée pas de catégorie et qu'on ne cible pas un public particulier. On fait des films, en tout cas moi je fais des films qui rencontrent ou non un public. Victor, cette question-là, toi, comment elle se pose par rapport à l'Espagne? Par rapport au fait que tu es quand même, pas pour qui tu fais des films, ça n'a aucun sens, mais quand toi tu fais des films, comment tu penses la question pas du public, mais des gens qui vont le voir. Mais je voudrais que tu répondes, toi, un peu plus spécifiquement par rapport à l'Espagne. Espagne. Nunca, siempre he pretendido hablar a todo el mundo, ¿no? O sea, nunca he establecido ninguna diferencia, ¿no? Nunca he querido trabajar para un público especializado. Creo que ningún cinéaste verdadero quiere hacer eso. J'ai jamais eu la prétention de parler à un public en particulier. Et je pense qu'un cinéaste, enfin un vrai cinéaste, ne pense pas de cette façon-là, ne s'adresse pas à un public particulier. Lo que ha sucedido en la historia del cine es que progresivamente se ha producido un cambio trascendental, ¿no? A mi modo de ver, el cine ha sido el gran arte popular del siglo XX. Y lo que yo siento como un drama que me afecta extraordinariamente es que él haya perdido esa condición hoy día, la pérdida de su carácter de gran arte popular. Il y a eu quand même un énorme changement dans le cinéma. Au XXe siècle, c'était un art très, très populaire. Le cinéma était vraiment un art populaire. Et il a perdu maintenant ça, et c'est quelque chose qui est... Sí, para explicar de una manera gráfica, una película de Chaplin era la mejor película desde el punto de vista artístico posible en el momento de su estreno y al mismo tiempo la más comercial, la más Pour popular. prendre un exemple frappant, je choisirais de parler de Chaplin. Et en même temps, son film était à la fois un grand succès public, mais aussi un grand succès commercial. C'est-à-dire qu'il y avait une équivalence entre les deux. Artistique, un gran Artistique, pardon. Artistique. Los tiempos han cambiado extraordinariamente y cuando yo hablaba de la soledad de los cineastas contemporáneos es porque la evolución, los cambios tan extraordinarios que se ha producido en la sociedad, cambios casi de carácter antropológico,
digamos que nos han mandado todos al rincón. Et quand j'évoque donc la solitude des cinéastes, c'est aussi parce que tous ces changements ont mis de côté, en fait, dans un coin, les cinéastes. Dicho esto, yo siempre he tenido la aspiración de que la historia que yo quería contar en un film, a través de un gran proceso de interiorización, mi trabajo consistía o podía consistir en que esa historia individual particular, a través del film se convirtiera en la historia de todos, independientemente de la edad, de la condición social y de la cultura. Ce que j'ai toujours voulu faire, justement à travers un film et en passant par le médium du film, c'est à partir d'une histoire individuelle que cette histoire se transforme en une histoire qui devienne une histoire universelle et qui aille au-delà de la culture de chacun. Dicho esto, mi experiencia ha sido progresivamente de paulatino aislamiento. ¿En qué sentido? Por lo menos en España. Yo he estrenado El espíritu de la colmena, L'esprit de la riche, en un cine de 900 espectadores, 900 plazas. Donc, pour revenir sur mon histoire personnelle de cinéaste en Espagne, par exemple, El espíritu de la colmena donc, a été montré dans une salle de 900 places. 900. Ça veut dire quelque chose. C'est un film que es una película que pueden juzgar, pero ahí hay un cambio trascendental. Cuando voy a una sala de cine hoy pequeña de 60 localidades y solamente hay 4 personas sentadas. Et maintenant, quand je vais dans une salle de cinéma, il y a seulement 4 personnes. Il y a seulement 4 personnes. من همیشه توی این گفتگوها باعث سوء تفاهم میشم و آخر سر بهم میگن که تو واقعا دلت نمیخواد تماشاچی زیاد داشته باشی و من با شرمندگی میگم چرا؟ حتما اونجا اشتباه کردم اگه نگفتم. الان میخوام تصحیح کنم. Un petit rectificatif. À chaque fois que je sors d'un débat de ce genre, il y a un malentendu qui rôde, je ne sais pas pourquoi, qui doit venir de ce que je dis. On vient me voir à la fin et on me dit « c'est vrai que tu ne veux pas avoir beaucoup de spectateurs ?» Et je suis complètement déconfit. Je dis « non, 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 au contraire, j'aimerais beaucoup avoir beaucoup de spectateurs. » Donc je voudrais que ce soir, il n'y ait pas ce malentendu-là. Sachez-le, ce n'est pas que je ne veux pas avoir peu de spectateurs. فکر می‌کنم در این مورد باید یک موضوع رو فراموش کردیم و اینکه ما قبل از اینکه فیلمساز باشیم مثل من و ویکتور ما یه خصوصیات فردی داریم، یه شخصیتایی که حتی فیلمساز هم نباشیم همون داریم، یعنی با اون دنیا آمدیم. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avant d'être des cinéastes, nous sommes des êtres humains et en tant qu'êtres humains, nous avons des traits de caractère, nous avons des traits définitoires, nous sommes nés avec un certain nombre de traits. من تعریف خودم رو و ویکتور رو با یک کلمه میخوام بکنم بگم ما فیلمسازهای نجیبی هستیم. حالا نجیب براتون تعریف میکنم یعنی چی؟ Donc ce que je peux dire, c'est que nous sommes des cinéastes discrets. Je vais vous dire ce que ça veut dire discret. نجیب رو توی مدرسه برای ما اینجوری تعریف میکردن. میگفتن یه عناصری ما داریم که به اینا میگیم عناصر نجیب، یعنی توی فلزات بعضی از فلزات میل یا قابلیت ترکیب با عناصر دیگه با فلزات دیگه رو خیلی داشتن، یعنی یه عنصری مثل آهن 10 تا دست باز میکرد از هر طرفی که برای روی که برای آلومینیوم که برای مس و این ترکیب گسترده رو به اینا میگفتن عناصر نانجیب، یعنی همه فلزات رو با هم میخوان. Donc, petit cours de chimie, quand nous étions à l'école, on nous donnait cette définition-là. Donc, je ne sais pas si on gardera le terme discret, parce que mon vocabulaire, c'est note du traducteur. Mon vocabulaire en chimie est insuffisant. Il y a un certain nombre d'éléments en chimie qui sont des éléments qui ne subissent pas de composition. Ce sont des métaux, par exemple, qui ne cherchent pas à s'accoupler, à rencontrer d'autres éléments, qui sont des éléments discrets, dirions-nous. Comment dit-on en chimie? Est-ce que quelqu'un sait? Bon, des éléments discrets, des éléments indépendants. Il n'y a pas de chimiste dans la salle. Je propose le terme d'électron libre. منم چون شاگرد خوبی نبودم یادم نمونده ولی الان بعد اینو برام دوباره بخونم یادم بیاد که چون میخوام مثال مناسبی یاره.
Je suis moi-même comme vous un cancre, donc je me souviens pas bien, mais j'irai réviser la prochaine fois. من الان یادم نیست که واقعا اون عناصر نجیب در شیمی آهن بود، روی بود، مس بود، نمیدونم کدوم اینا بودن. ولی بعضیشون بودن فقط یه دست بیشتر نداشتن و فقط میتونستن با یک مثلا فلز دیگه ای ترکیب بشن، نه با یک مجموعه فلزات. من و ویکتور به نظرم جز اون طبقه ایم که میلشو خیلی داریم با همه ترکیب شیم ولی نمیتونیم. یعنی من واقعا دلم میخواد که یک نفر از سالن بیرون نره، سالن‌های 2000 نفری 1000 نفری پر بشه، اما امکانات من در همین حده که میتونم به قول ایشون 4 تا تماشاگر رو تو سالن خودم نگه دارم. Donc vous voyez, nous on est vraiment comme ces éléments-là maintenant. Est-ce que c'est un métal, est-ce que c'est un électron? Mais vous voyez bien qu'on les représente en chimie comme un corps central et puis des bras. Et nous on a un seul bras, on a vraiment beaucoup de mal à s'associer à beaucoup de membres. On aurait bien aimé s'accrocher et créer des liens avec un grand nombre, mais on a une certaine incapacité presque invétérée à s'associer au grand nombre. Donc évidemment, moi j'aurais adoré avoir des salles de 2000 personnes, que ça soit complet, comme ici ce soir à chaque fois qu'un de mes films est projeté, mais malheureusement ce n'est pas dans mes moyens, je ne sais pas faire ça. Moi je m'estime heureux comme quand Victor, je vais dans une salle et qu'il y a 4 personnes qui sont là pour voir mon film. Tu veux répondre bien? Sí, quería decir que la solución no está en los cineastas. El poder encontrar al público está en la sociedad, la posible solución. Un cineasta puede, gracias a su sacrificio personal, hacer una película, pero luego se tiene que enfrentar al gran tema de la distribución y de la exhibición. Évidemment, la solution, elle n'est pas chez le cinéaste ni dans le public qui vient, mais c'est de rencontrer en fait un distributeur ou la distribution en général pour que les films soient vus. Y por lo que respecta a la España, y esto es creo un problema generalizado en la Europa de hoy, el problema es que la gran distribución y exhibición está controlada por el cine norteamericano, es evidente. Et en tout cas, en ce qui concerne l'Espagne et certainement l'Europe, le problème c'est que la distribution elle est quand même contrôlée par le cinéma nord-américain. Hay esa barrera real que es una cuestión de estructura, ¿no? En cuanto a la comunicación a través del lenguaje, pienso que ahí también aflora el gran tema de la educación del ciudadano. Il y a bien sûr ce mur, enfin cette barrière par rapport à la distribution, mais après il y a aussi le problème du langage du film, Oui, et de l'éducation donc à ce langage. En este aspecto entra el problema de la educación. La pregunta es qué ciudadanos, en lo que se refiere al cine, queremos formar para mañana. Et bien sûr, la grande question, c'est quels citoyens on veut former pour demain par rapport à cette éducation dans justement au cinéma. Surtout a propos du cinéma. Esa es la cuestión. Esta soledad, esta fractura entre los autores y el público se debe a causas estrictamente económicas, sociales, de distribución en general, de control de los medios de producción por los países ricos, y de otra parte porque, por lo menos en España, no se ha afrontado verdaderamente en la educación el tema de la cultura cinematográfica. Si dejamos... Cette solitude et cette fracture qui est entre le cinéaste, l'auteur et puis son public, elle vient bien sûr du problème de la distribution, mais aussi ce problème de l'éducation. Et en Espagne particulièrement, on ne s'est pas posé ce problème de l'éducation des jeunes à la culture cinématographique. Il nous reste 10 minutes. D'abord parce que tous les deux ont eu une semaine très très lourde et donc ont besoin de calme. Je voudrais te poser une dernière question qui est que tu nous parles un peu des choix que tu as faits pour ta carte blanche, de ta programmation. En realidad he hecho dos selecciones, una primera más vinculada al tema de esta exposición en general que Alain Bergalat definió como
la infancia del arte, el arte de la infancia. En fait, j'avais fait deux choix, j'ai fait deux listes. La première, elle était plutôt liée à ce qu'a évoqué Alain Bergala, donc ce qui concerne le cinéma et l'enfance, ou l'enfance du cinéma. L'enfance de l'art, l'art de l'enfance. Ah voilà, c'est ça, c'est la double, l'art de l'enfance et l'enfance de l'art. Por esta razón he elegido una serie de películas, en principio, que trataban este tema, sobre todo la relación entre la figura del niño y la figura del padre. En fait, donc au début, dans ma première liste, j'avais choisi des films qui parlaient de cette relation entre l'enfant et le père, la figure du père, la figure paternelle. Desde la película fundacional que es El Chico de Chaplin. Depuis donc le film qui pour moi est le début, le film fondamental, c'est-à-dire le Kid de Chaplin. Pero desgraciadamente eran películas muy conocidas en Francia y particularmente en París, y he tenido que hacer una selección de películas menos conocidas. Malheureusement, tous les films que j'avais choisis étaient trop connus en France et particulièrement à Paris, donc j'ai dû faire un deuxième choix, une deuxième liste. Une deuxième carte blanche. Yo he escrito una explicación de esta lista y particularmente quiero llamarles la atención sobre una de mis elecciones, de mis películas elegidas. J'ai écrit donc un texte pour expliquer ce choix et je vais vous parler particulièrement de quelques titres. Es la película la película que André Malraux ha rodado en España durante la Guerra Civil, Espoir, Sierra de Teruel. Donc c'est le film que André Malraux a tourné en Espagne. Durante la guerra oui, civil. Pendant la guerre civile. La guerra civil. La versión que se va a proyectar aquí en esta carta blanca es la versión original montada por André Malraux. Et la version que vous allez pouvoir découvrir ici, c'est la version originale qui a été montée dont André Malraux a fait le montage. Porque la película que ustedes han conocido en la distribución comercial en Francia a partir de 1945 no es exactamente la versión de André Malraux. Parce que la version qu'on connaît ici, donc qui a été en diffusion commerciale à partir de 1945, ça n'est pas la version montée par André Malraux. Es una versión que ha sido suprimida 3 minutos de film. On a enlevé notamment 3 minutes du montage. Oui, à la scène finale. Por otra parte, dans la scène finale, dans la dernière scène. Por otra parte, se ha introducido una locución del entonces ministro de Información, Maurice Rouman, en 1945, una presentación a cargo del entonces ministro de Información o portavoz de la Francia Libre, Maurice Rouman. Et en fait, on a rajouté aussi une voix de Maurice Schumann, qui était donc le ministre de la Culture à l'époque. Et que ninguno de estos detalles, ninguno de estos caracteres estaba en la versión original. Et ni ce texte, ni ces 3 minutes, enfin les 3 minutes qui ont été enlevées, c'était pas du tout dans la version originale de Malraux. La copia que van a ver es la copia que André Malraux durante la ocupación alemana, porque la Gestapo ha destruido todas las copias que encontró de la película. Alors la Gestapo a détruit pendant la guerre donc toutes les copies de ce film, mais André Malraux, salvo una, sauf une. Y André Malraux ha enviado una copia de su versión original a la librería del Congreso de los Estados Unidos. Et en fait, Malraux avait envoyé à la bibliothèque du Congrès, donc aux États-Unis, la version, une des copies de ce film dans la version originale avec le montage. A su amigo, el escritor Archibald MacLeish, que a la sazón era director de la librería del Congreso. Donc il a envoyé au directeur des archives de la bibliothèque du Congrès. Esta copia ha quedado allí durante años, desconocida. Cette copie, elle est restée là, en fait, personne ne savait qu'elle était là. Y es la que va a ser presentada en la carta blanca. Et c'est celle qui va être présentée dans la carte blanche. C'est la versión original. La version originale. También podrán apreciar que en relación a la versión distribuida en Francia hay un cambio en los títulos de crédito. Vous verrez aussi qu'entre la version qui a été commercialisée en France et celle-ci, il y a aussi des changements dans le générique. Y que muchos colaboradores españoles de André Malraux han desaparecido.
et que beaucoup de collaborateurs d'André Malraux, de collaborateurs espagnols avaient disparu dans les crédits, donc dans le générique. Y quiero aprovechar la ocasión para reivindicar, en cuanto a la producción, la identidad de esta película, que ha sido financiada al 90% por el gobierno de la Segunda República Española. J'en profite pour rétablir donc une vérité par rapport à ce film, c'est que le film a été financé à plus de 90% par le gouvernement de la République espagnole. Bon, dernière question à Abbas. Victor a mis sur le tapis la question de la transmission, la question de l'éducation au cinéma. Il y a une chose qu'on ne sait pas de vous, qu'on sait moins, c'est que malgré tout l'impatience dont vous parlez, malgré le fait que vous tournez beaucoup, vous prenez toujours du temps pour faire dans le monde entier des ateliers avec des jeunes gens, des workshops, comme ça. Vous allez en faire 2 ici, un à la Fémis et un à Nice, à la Villa Arson. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce besoin ou cette envie de travailler avec des jeunes gens et essayer de de leur apprendre quelque chose? مرسی. من خیلی کوتاه جواب میدم چون احساس میکنم یه خورده خسته شدیم. بنابراین در یه جمله میگم که بخشی از بیقراری منم شکلش اینه که با جوونا کار میکنیم با هم دیگه، به من کمک میکنن به اینکه ایده های نو و تازه تری پیدا کنم در طول کار. اینکه جواب مختصر من رو قبول بکنین و من زیاد در این مورد صحبت نمی کنم. شاید فرصت دیگه ای در مورد آموزش سینمایی که به ویکتور بهش اشاره کرد به نظرم خیلی درسته، اما ما یک زمان خیلی خیلی طولانی احتیاج داریم و به خصوص با یک رقابتی مثل سینمای هالیوود با این همه امکانات و این همه شستشوی مغزی نباید ادعا بکنیم که ما توان مقابله با یه هم چیزی رو داریم. من به نظرم من فقط الان این روزا فکر کنم چجوری از پس خودم بر بیام و حالا خودم رو خوب بکنم مقابل این شغلی که دارم و احساس مسئولیت هم راجع به آموزش سینما از طریق کار کردن با بچه‌ها جبران میکنم. قرار بود حرف نزنم، چقدر زدم. L'idée était de donner une réponse courte. C'est un très vaste sujet, le sujet de l'éducation à l'image au cinéma. J'aurais voulu répondre très longuement à ce que Victor disait et donner mon point de vue sur le sujet. Je pense effectivement que la situation est grave, mais quand on sait les moyens dont dispose le cinéma commercial et l'industrie du cinéma, quand on connaît les moyens dont dispose le cinéma hollywoodien, je pense que nous sommes vraiment peu de choses et qu'il est très difficile de lutter contre cette tendance extrêmement puissante, que ce soit du point de vue économique ou du point de vue idéologique. Mais moi, à mon échelle, je dois dire que cette impatience dont je vous parlais, j'essaye toujours de trouver des solutions quant à mon propre sort, comment m'en sortir dans mon travail de cinéaste. Et une des solutions que je trouve à cette impatience-là et à cette insatisfaction-là, je la trouve à travers le travail que je fais avec les jeunes. Je pense que c'est très important, certes, de leur transmettre quelque chose, mais aussi d'apprendre d'eux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'apprends des idées nouvelles et à quel point travailler avec eux me procure un regard nouveau sur le cinéma. On est arrivé à l'heure juste, donc je remercie beaucoup Victor et Abbas. Et merci à vous. شاید فرصت دیگه نباشه که من از شما تشکر کنم، از سان تشکر کنم برای این برنامه‌ریزی بسیار بسیار دقیقی و زحمتی که مدت طولانی کشیدیم برای نمایشگاه ما. من به شخصی میخوام بگم که من خیلی راضیم از اون چیزی که اینجا اتفاق افتاده. مرسی beaucoup. Comme je ne sais pas si j'aurai une autre occasion de le dire publiquement, je tenais vraiment à dire toute ma gratitude et toute ma satisfaction quant au travail qui a été fait par le Centre Pompidou autour de notre correspondance et tout l'événement tel qu'il a été organisé. Je tenais vraiment à vous dire que j'en suis très heureux et vous remercier sincèrement.
Merci à mon tour. Ça a été un bonheur de travailler pour vous et avec vous, pour toute l'équipe du Centre Pompidou. Et je voulais, avant de laisser place à nouveau au cinéma, remercier Nicole Fernandez-Ferrer, l'interprète en espagnol de Victor Hérissé, et Massoumé Laedji pour Abbas en persan. Merci.